Un remède mortel, une boutique silencieuse et un secret trop dangereux pour être gardé. Bienvenue dans Contes policiers. Je suis votre hôte, Gabriel. Agrandissons ce cercle d'amateurs de mystères. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. J'ai toujours hâte de lire vos messages. C'est parti. C'était un après-midi doux et ambré dans le village de Dilmouth, une de ces rares journées anglaises de fin juin, où les rosiers fleurissent sans complexe et où les haies semblent taillées par les anges eux-mêmes. L'occasion était le thé d'été annuel de la Garden Society, organisé sur la pelouse immaculée de Madame Venetia Litchfield, dont les massifs de roses étaient aussi légendaires que ses opinions acerbes sur les enfants des autres. Les habitants. Les plus raffinés du village étaient à présent, vêtus de lin et de pastel doux, tenant en équilibre tasses d'Earl Grey et assiettes de gâteaux de fées, échangeant des plaisanteries. Les conversations bourdonnaient le long des allées de gravier bien entretenues. Madame Penelope Dewhurst se lamentait du problème des limaces dans ses dahlias. Le révérend Norbury expliquait pourquoi le fonds pour le toit de l'église n'avait toujours pas atteint son objectif. Et mademoiselle Marple, assise à l'ombre d'un poirier, tricotait tranquillement une écharpe bleu pâle pour sa petite nièce, observant tout avec un regard aussi clair que l'eau de source. Elle n'était pas de Dilmouth, bien sûr, St. Mary Mead était son territoire habituel, mais elle était venue rendre visite à sa vieille amie d'école. Miss Sylvia Leach, une femme vive et alerte qui aimait les abeilles, et était fermement convaincue que le miel guérissait plus de maladies que la médecine moderne ne le pourrait jamais. « Avez-vous rencontré M. Atherton, Jane ?» demanda Sylvia en désignant un homme mince et grisonnant, debout près de l'arche grillagée, plongé dans une conversation avec Charles, le fils de Venetia. « C'est un herboriste. Il a ouvert boutique juste avant le printemps. Très populaire. Un peu trop théâtral, peut-être, mais les gens ne jurent que par ses teintures. » Miss Marple jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Monsieur Edwin Atherton portait un gilet vert forêt profond et une cravate plutôt flamboyante. Ses gestes étaient fluides, expressifs, des mains d'acteur. Il riait, mais il y avait quelque chose de fragile sous son charme. Il avait ce genre de sourire, pensa Miss Marple, qui n'atteint jamais complètement les yeux. Il est venu de Londres, ajouta Sylvia. Il a dit qu'il avait besoin de calme et d'air pur pour son travail. Ce que cela signifie, Dieu sait. Eh bien, dit Miss Marple en retournant à son tricot, les herboristes étaient autrefois considérés comme des sorcières, vous savez, pas vraiment à la mode à l'époque. À ce moment précis, un petit cri brisa l'harmonie de l'après-midi. Les invités se retournèrent. Le bruit provenait de derrière la serre. La jeune Béatrice Litchfield, la nièce de Venetia, était allée chercher des serviettes supplémentaires et s'éloignait à reculons des portes vitrées, le visage pâle comme un fantôme. « Je crois qu'il est mort », balbutia-t-elle. Les gens se précipitèrent. Miss Marple, bien que âgée, se leva avec une rapidité surprenante. L'atmosphère à l'intérieur de la serre était étrangement sereine, contrastant avec le chaos grandissant à l'extérieur. Une table de travail garnie de bouteilles en verre soigneusement étiquetées, un bouquet de lavande séché retombant et affalé sur un tabouret, une tasse de thé à côté de lui, se tenait M. Edwin Atherton, herboriste sans vie et immobile. C'est Venetia qui l'a dit la première, avec sa franchise habituelle, il a été empoisonné. Béatrice se mit à pleurer. Quelqu'un appela le médecin. Miss Marple, inaperçue dans l'agitation, se dirigea lentement vers la table, scrutant du regard les bouteilles et les petites étiquettes bien nettes. L'une d'elles était débouchée. La tasse de thé exhalait un parfum caractéristique d'amandes amères. Miss Marple croisa les mains. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle doucement. « Le cyanure est tellement démodé. » À suivre dans la partie 2, le village réagit. Voulez-vous que je continue avec la section suivante? Carlo vous avait dit, pour générer chaque section de manière fluide et cohérente, vous devez utiliser une commande structurée après chaque partie générée. Voici ce qu'il faut dire après chaque section. Comment générer la section suivante?
Pour la section 2 et les suivantes, dites « Maintenant générez la section X de l'histoire en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères sans révélation prématurée. Gardez un nombre de mots constant en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Pour la section finale, conclusion, dites « Maintenant générez la section finale de l'histoire en assurant une résolution satisfaisante. Conservez la progression logique des indices et des arcs narratifs en livrant la révélation finale en douceur tout en gardant une fin percutante et fidèle au style du détective. » ChatGPT a dit « Excellent. Voici votre commande de suivi structuré pour une suite fluide de l'histoire. Générez maintenant la deuxième partie de l'histoire en assurant une continuité fluide avec la précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit « Section 2, 1200 mots ChatGPT » a dit « Certainement. » Voici Miss Marple et l'herboriste qui a préparé son dernier remède section 2. Le village réagit. La mort de M. Edwin Atherton était le genre d'événement qui ne se contentait pas de troubler la vie paisible du village. Elle se répercutait jusqu'à la salle paroissiale, à la caisse du marchand de légumes et à la file d'attente à la poste. Moins d'une heure après que son corps eût été transporté hors de la serre, respectueusement enveloppé sous une bâche et chargé dans la Morris Minor du docteur Moore, tout Dilmouth était plongé dans une hystérie bien habillée, murmuré, à voix basse. Le thé de la Société des Jardins s'était terminé dans la confusion et la confiture avait été renversée. Madame Litchfield, profondément vexée que ses précieuses roses aient été éclipsées par un cadavre, se retira dans son salon et refusa toute visite. La jeune Béatrice était arrosée de valériane par sa tante, et elle alternait entre pleurs et déclarations. « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans une serre. » Le révérend Norbury a tenté d'organiser un cercle de prière près de la bordure, herbacée, mais seule Madame Dewhurst et le bibliothécaire du village se sont présentés. Au moment où l'édition du soir du écho du Dorset une fois sortie, l'histoire avait déjà développé de nouveaux membres curieux. Du thé empoisonné, s'exclama avec délectation M. Clarence Doyle, le boucher du coin, en racontant l'histoire à un groupe de fermiers réunis au pub The Red Badger, propre comme tout, du cyanure, paraît-il. Ça sentait l'amande. « Où as-tu entendu ça ?» demanda Henry Twistle, dont les vaches étaient plus cohérentes que sa mémoire. Mon fils Alfie a vu le docteur renifler la tasse lui-même. Il a dit que ça sentait mauvais. Une substance dégoûtante du cyanure. De l'allemand, hein? Car est-ce venu de Londres, ce type d'Atherton, dit Madame Pierce en essuyant un verre derrière le bar. Il a trop bien agi pour cet endroit, à mon avis. Tous ses gestes et cette eau spéciale pour les maux de tête, n'importe quoi. Il a fait des merveilles pour ma sciatique, murmura le vieux monsieur Handicott depuis son coin. Mais personne ne lui prêta attention. Le pub, comme tous les rassemblements de petites villes, servait à la fois de centre névralgique et de caisse de résonance à la communauté. Chacun avait sa version de la vie et de la mort d'Atherton. Certains affirmaient qu'il avait fréquenté des femmes mariées. D'autres juraient qu'il avait des ennemis à Londres. Une sorte de scandale, murmurait-il sombrement, sans que personne puisse fournir de détails. Le seul consensus était que personne n'avait vraiment « je connaissais cet homme ». Il était arrivé un matin gris de mars avec une valise, un vélo et un sourire peut-être un peu trop affirmé. Au presbytère, Miss Marple était assise avec Miss Sylvia Leach devant le feu, sirotant du thé dans une délicate tasse en porcelaine et jetant de temps en temps un coup d'œil aux flammes. « Eh bien, Jane, » commença Sylvia, « je dois dire que je n'y comprends rien.
Je connaissais peu cet homme, mais il ne m'a jamais semblé du genre à se faire des ennemis. Étrange peut-être, un brin dramatique, mais pas vraiment dangereux. Miss Marple fit un « discret et hocha la tête. « Il existe différentes sortes de dangers, Sylvia, dit-elle. Ils ne brandissent pas tous des revolvers ou ne portent pas tous des chapeaux sinistres. Parfois, le danger a l'air parfaitement respectable, et vous, serre un sirop à la menthe avec le sourire. » Sylvia renifla. « J'espère que tu ne sous-entends pas qu'il a cherché ça de sa propre initiative. » « Pas du tout. Mais les gens sont rarement ce qu'ils paraissent. C'était un homme qui aimait observer les autres, les imiter même, et cela a tendance à mettre les gens mal à l'aise. » Sylvia marqua une pause. « Tu as remarqué ça aussi? »« Presque oui, » dit Miss Marple, son tricot cliquetant doucement. Il était très doué pour refléter son entourage. Avec Madame Litchfield, il était tout en galanterie et en latin jardinier. Avec la jeune Béatrice, un brin poète. Avec le médecin, très scientifique. Beaucoup de discussions sur les composés et les extraits. Cela m'a semblé, trop fluide, trop changeant. Les caméléons sont très charmants, jusqu'à ce qu'on se demande quelle est leur vraie couleur. Sylvia regarda son amie par-dessus le bord de sa tasse. « Tu penses que c'était un meurtre, alors? Je crois que quelqu'un voulait absolument l'éliminer, » dit Miss Marple. « Et je pense qu'ils ont été malins. Le cyanure n'est pas facile à trouver, à moins d'avoir certaines connaissances ou un accès à l'information. »« Connaissances? Oui, ou une vieille bouteille de l'abri de jardin. » Miss Marple marqua une pause. « Le poison, vous savez, c'est très intime, très démodé, comme je l'ai dit. Vous devez être assez prêt pour doser la tasse. Soyez sûr que la personne la boira, et que personne ne l'arrêtera à temps, ce qui indique quelqu'un en qui il avait confiance. Dis lentement, Sylvia. En effet, ou quelqu'un qu'il n'a pas remarqué. » Le lendemain, l'inspecteur Simon Grange arriva de Dorchester. Homme sérieux, le dos droit et les sourcils nets, il écouta le récit de Venetia Litchfield avec une patience d'expert. Il était invité, insista-t-elle. Un invité, je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, trop, je le sais, mais on ne retire pas une invitation simplement parce que les poignets de chemise de quelqu'un sont brodés. Est-ce qu'il a apporté son propre thé? Certainement pas. J'ai servi tout le monde dans le même plat. Mais Géa Fedge le voit avec son petit flacon de gouttes, un truc qu'il portait toujours sur lui. Il disait que ça calmait les nerfs. Quelqu'un aurait-il pu trafiquer ça? Madame Litchfield parut pensive. Je suppose que oui. Il l'a laissé sur la table un moment avant de parler à Charles. À bien y penser, n'importe qui aurait pu avoir un moment seul avec lui. L'inspecteur Grange a noté ceci. Et qui l'a vu vivant en dernier? Béatrice, bien sûr. La pauvre fille. L'inspecteur trouva la jeune Béatrice dans sa chambre, entourée de mouchoirs et de remords. Elle avait seulement voulu aller chercher des serviettes et avait vu la tasse de thé posée de côté. Le corps affaissé, les lèvres étrangement foncées. Elle ne se souvenait pas d'avoir entendu un bruit. Elle ne se souvenait pas de grand-chose. Je n'ai même pas comme... Il disait des choses étranges parfois. Il posait des questions sur papa, sur notre histoire familiale. Qui fait ça à une garden party? L'après-midi suivant, les rumeurs avaient encore évolué. Il posait des questions sur le Sedgwick Trust. Chuchota Madame Dewhurst à sa sœur, qui toutes deux observèrent la scène depuis des heures derrière les rideaux. Vous savez, cette horrible affaire pendant la guerre, des terres vendues puis invendues. Et Charles, le fils de Venetia, en 500 a largement profité. Et pourquoi un herboriste se soucierait-il des titres de propriété? Demanda sa sœur. Madame Dewhurst se pencha. Parce qu'il n'était pas seulement herboriste. J'ai entendu dire qu'il avait travaillé comme chimiste, ou peut-être dans la médecine légale, ou était-ce dans la finance. Quoi qu'il en soit, il en savait trop. Pendant ce temps, Miss Marple se promenait tranquillement dans le village, s'arrêtant à la poste, saluant les enfants à vélo et finissant par arriver à la petite pharmacie d'Atherton, désormais fermée, son enseigne peinte flottant au vent. Elle s'arrêta, observant les étiquettes manuscrites des bouteilles derrière la vitrine.
huile essentielle de lavande, racines de valériane, teinture de digital, poison et remède, côte à côte. Elle se retourna et trouva le révérend Norbury qui la regardait. « C'est une affaire terrible. » a-t-il déclaré. « Oui, » répondit Miss Marple. « Et comme la plupart des choses terribles, cela a commencé bien avant le jour où cela s'est produit. Générez maintenant la section 3 de l'histoire en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, en faisant progresser le récit naturellement, tout en menant à la section suivante. Vous avez dit, section 3, 1200 mots ChatGPT a dit, certainement. Voici, Miss Marple est l'herboriste qui a préparé son dernier remède section 3, enquête précoce. L'inspecteur Grange retourna à la serre le lendemain matin sous un ciel couleur d'étain, les nuages lourds de la menace des pluies estivales. Les rangées soignées de romarin et de thym, autrefois si méticuleusement entretenues, ressemblèrent désormais davantage à des témoins silencieux qu'à un témoignage de l'ordre horticole. L'air de la serre avait perdu sa douceur herbacée. Il portait désormais l'étrange tension clinique qui persiste après la mort. Le sergent Collins, un jeune homme aux bottes pointues et ayant l'habitude de griffonner trop vite, attendait à l'intérieur. « Aucune empreinte digitale de valeur, monsieur, » rapporta-t-il en levant les yeux de son carnet. « Nous avons récupéré la tasse de thé, le flacon, dont le contenu n'était pas étiqueté, et un second flacon contenant un produit visqueux et végétal, peut-être de la camomille. J'attends les résultats du laboratoire, mais vous savez que ça prend des jours. » Grange soupira. « Autre chose ? » Mademoiselle Marple était là ce matin. Elle a dit qu'elle se promenait. Elle a demandé si Edwin Atherton avait récemment reçu des visiteurs extérieurs au village. Grange haussa un sourcil. Vraiment, il n'avait pas rencontré officiellement la vieille dame, mais sa réputation l'avait précédé. Le commissaire l'avait prévenu avec humour. Traitez-la comme un chirurgien à la retraite qui sait encore tenir un scalpel. Elle coupe plus profondément qu'on ne le pense. Pourtant, Grange n'était pas du genre à s'appuyer sur des détectives amateurs, même s'ils étaient bien coiffés ou s'ils exprimaient leurs opinions avec douceur. « Nous nous en tiendrons au fait, » a-t-il déclaré. « Nous respecterons le calendrier. Nous reconstruirons la journée. » Le calendrier s'est toutefois révélé frustrant et vague. M. Atherton était arrivé à la fête vers 14h30, à vélo et habillé, selon plusieurs témoignages, comme quelqu'un qui sort de scène. Il avait accueilli chaleureusement les invités, mais avec son air excentrique habituel. Certains m'ont raconté qu'il avait sorti une petite bouteille en verre de son manteau au début de la soirée, ajoutant 1 ou 2 gouttes à son verre. Madame Calthorpe, qui avait passé une bonne partie du thé près des plateaux de sandwich, affirmait avoir vu quelqu'un se pencher sur la tasse d'Atherton lorsqu'il est allé admirer les dahlias. « Ça aurait pu être n'importe qui, dit-elle. Il y avait foule. Les salons de thé de Vénétia sont toujours bondés dès la première heure. Plusieurs invités ont mentionné avoir surpris un échange tendu entre Atherton et Charles Litchfield. Rien de dramatique, se souvient l'un d'eux, mais le ton était étrange, coupé, froid. Charles lui-même affirmait que la conversation portait sur une livraison d'herbes qu'Atherton avait commandée mais jamais payée. C'était juste des affaires, avait-il dit. Cet homme n'était pas fiable. Pourtant, même les souvenirs les plus marquants étaient empreints d'incertitude. Personne n'avait vu Atherton s'effondrer. Personne ne l'avait vu boire la dernière coupe. Et personne n'avait la moindre idée de qui aurait pu souhaiter sa mort. Miss Marple, quant à elle, s'était mise à observer tranquillement. Cet après-midi-là, elle était assise avec Sylvia sous un parasol sur la pelouse du presbytère, son tricot poussant lentement tandis que ses pensées voyageaient plus vite que ses doigts. « J'ai demandé à Béatrice ce qu'Atherton lui avait dit lors de la dernière réunion du comité du jardin, » murmura Miss Marple en regardant les nuages se déplacer dans le ciel. Apparemment,
Il avait demandé si les Litchfield détenaient toujours les titres de propriété originaux des terres de l'ancien manoir. Sylvia leva les yeux. Ceux vendus pendant la guerre. Miss Marple hocha la tête. Le domaine de Sedgwick, oui, vendu à la hâte si ma mémoire est bonne, il y a eu une controverse. Certaines limites n'ont pas été correctement enregistrées. On pensait que c'était un lieu oublié, mais M. Atherton ne semblait pas du même avis. Croyez-vous que c'est pour cela qu'il a été tué? Miss Marple marqua une pause. Je pense que M. Atherton ne s'intéressait pas seulement aux remèdes à base de plantes. Il observait les gens attentivement comme quelqu'un qui prend des notes dans un but précis. Et il s'est fait des ennemis? Ou je suis tombé sur un vieux secret que quelqu'un pensait bien enterrer. Le développement suivant n'est pas venu d'une déduction, mais d'un dossier poussiéreux. Le sergent Collins, chargé de retracer les antécédents d'Atherton, est revenu auprès de l'inspecteur Grange avec un rapport succinct. Monsieur, le vrai nom d'Atherton était Edwin Ashton. Il a changé de nom il y a 3 ans, après avoir quitté un cabinet de conseil privé à Londres. Il travaillait dans le domaine des applications chimiques, principalement dans le domaine juridique, même si un ancien employeur a mentionné une curiosité inhabituelle pour les toxines historiques. Grange fronça les sourcils. Il n'était pas herboriste à temps plein, tout récemment. Il a suivi une formation en botanique, certes, mais aussi en chimie et, curieusement, en droit immobilier. Un CV assez éclectique. Cette pépite changea quelque chose dans l'esprit de Grange. L'homme étudiait les gens, les registres fonciers, peut-être des documents d'héritage. Concentrons-nous à nouveau sur les Litchfields, a-t-il déclaré. Au domaine de Litchfield, l'inspecteur Grange interrogea Charles plus en détail. « Vous vous êtes disputé avec M. Atherton, au thé, » dit Grange. « Des témoins l'ont entendu. » Charles croisa les bras. « Je vous l'avais dit pour affaire. » Il essayait de renégocier le loyer de son apothicaire. Il prétendait que les herbes qu'il cultivait derrière la boutique étaient considérées comme des terres productives, et donc exemptées du plein tarif. Grange tapota son stylo. « Et vous ne trouviez pas ces questions sur les terres, familiales, provocatrices ?» Charles hésita. Cet homme aimait les drames. Ce n'est pas un crime. Il a évoqué des choses qu'il valait mieux laisser de côté. Telles que, il a insinué que les terres de Sedgwick n'avaient jamais été transférées correctement, qu'un vieux document pourrait invalider l'accord conclu par mon père pendant la guerre, ineptie. Les désespérés inventent des histoires pour satisfaire leurs besoins. Grange remarqua le ton défensif. A-t-il menacé de rendre l'affaire publique? Charles eut un rire sec. Avec quoi? De vaines spéculations? Mais l'expression de Grange ne changea pas. Une telle affirmation aurait-elle un impact sur vos avoirs? Un silence. C'est possible, admit Charles, mais il n'avait aucune preuve. Alors pourquoi cette inquiétude? Charles ne dit rien. Pendant ce temps, Miss Marple faisait une visite impromptue à la bibliothèque du village. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit-elle poliment à mademoiselle Partridge, la bibliothécaire à lunettes. « Mais je me demandais si je pouvais consulter les plans du cadastre, ceux des années 1940. » Miss Partridge sourit. « Bien sûr, Miss Marple, on ne les demande plus souvent. Ces jours-ci, mes pauvres chéris, tout défraîchi et roussi. » Après quelques minutes passées à feuilleter des pages rigides et à l'encre tachée, Miss Marple trouva ce qu'elle cherchait. La parcelle du Sedgwick Trust, les limites du terrain, les propriétés adjacentes, les noms écrits en cursive délicate. Puis elle l'a vue, une petite parcelle, non indiquée sur les cartes modernes, étiquetée jardin médicinal, désaffectée, avec une note. Loué en 1938 à J.R. Atherton. Elle fixa le nom Atherton, ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, elle rencontra à nouveau Sylvia. Je crois que notre monsieur Atherton ne se contentait pas de faire des recherches sur la propriété foncière, dit mademoiselle Marple, les yeux brillants d'une intention calme. Il retraçait ses propres liens avec le passé, peut-être même celui de sa famille. Sylvia fronça les sourcils.
Tu crois qu'il était apparenté aux Atherton, d'après le registre foncier? Très probablement. Et s'il croyait que l'ancien bail du jardin avait encore du poids, peut-être comme preuve d'antériorité, alors sa mort pourrait être motivée non par une vengeance, mais par un héritage. Sylvia se rassit. Et quelqu'un a voulu garder ce jardin enterré, au sens propre comme au sens figuré. Miss Marple hocha lentement la tête. Et quelqu'un d'autre, dit-elle doucement, savait que le thé n'était pas sûr. Générer maintenant la section 4 de l'histoire en assurant une continuité fluide avec la section précédente, conserver le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit « Section 4, 1200 mots ChatGPT a dit « certainement ». Voici Miss Marple et l'herboriste qui a préparé son dernier. Remède section 4, premier suspect. Le jour suivant s'est levé avec une fine bruine qui a adouci les haies et a fait ressembler Dilmouth encore plus à un tableau, paisible, charmante et totalement trompeuse. L'inspecteur Grange se tenait de nouveau dans l'apothicairerie fermée d'Atherton, accompagné cette fois de l'agent Rowley, un policier local amateur de sucreries et ayant la fâcheuse tendance à laisser des traces de boue à l'intérieur. La pièce sentait légèrement le camphre et le clou de girofle. Grange examina les étagères, des rangées ordonnées de teintures, soigneusement étiquetées de la main même de l'herboriste. « Chaque chose est à sa place », murmura-t-il, sauf l'homme qui la gardait ainsi. Il porta son attention sur le bureau, où un fouillis de papier révélait plus que ce que laissaient présager les premières impressions. Sous des factures et des recettes à base de plantes médicinales se trouvaient plusieurs documents anciens, des lettres décolorées, des croquis de limites et des notes faisant référence à des droits de préemption et à des annulations de transfert. Grange fronça les sourcils. Il montait un dossier. « Un légal ?» demanda Rowley en plissant les yeux. « En quelque sorte. Une propriété, un héritage, peut-être même une restitution. Il croyait avoir un droit sur quelque chose que quelqu'un d'autre ne voulait pas qu'il trouve. » De l'autre côté du village, Miss Marple était assise avec Sylvia. Dans le salon, l'odeur des scones à la cannelle se mêlant au faible tic-tac de l'horloge de la cheminée. « Jane, » dit Sylvia, « je connais ce regard. Qu'as-tu reconstitué maintenant ?» Miss Marple croisa doucement ses mains sur son tricot. « Je crois que la police va bientôt se concentrer sur Charles Litchfield, » dit-elle doucement. « Eh bien, il a fait « J'ai un mobile », acquiesça Sylvia. « Si Atherton menaçait le domaine, tout à fait. Mais voyez-vous, Sylvia, les motivations sont comme des champignons. Elles poussent partout, surtout après. La pluie, le défi est de repérer celles qui sont vénéneuses. » Sylvia cligna des yeux. « Tu insinues que Charles n'a rien fait ?» Les yeux de Miss Marple pétillaient, mais son ton restait doux. « Je suggère que nous ne cueillions pas le premier champignon que nous trouvons. » Charles fut en effet le premier suspect que l'inspecteur Grange interrogea longuement. Le jeune homme, habituellement sûr de lui, paraissait maintenant tendu. « Vous avez été la dernière personne à parler à Atherton avant qu'il ne boive son thé, » dit Grange en l'observant attentivement. « Pouvez-vous me décrire cette conversation? Je l'ai déjà fait. Faites-moi plaisir. » Charles hésita, puis expira par le nez. « Bien, il a dit qu'il avait trouvé un bail, que cela lui donnait le droit de contester la propriété de la prairie du Sud. Je lui ai dit que c'était absurde, que son nom n'était même pas mentionné. Son homme. Atherton était un pseudonyme. Était-il en colère? Il était suffisant, exaspérant. Il a dit « Ce n'est pas moi qui prétends être ce que je ne suis pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. » Grange pencha la tête. « Ça t'a contrarié? Je ne suis pas de pierre, inspecteur. Cet homme me provoquait. » Et puis il est parti. Il a dit qu'il avait besoin de quelque chose dans son sac. Ses gouttes, je suppose. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Tu n'as vu personne près de son thé? Non, je ne le regardais pas. Et tu l'as touché? Charles parut offensé. Non. Grange hocha la tête, l'air indéchiffrable. Merci. C'était un récit plausible, propre, trop propre. Grange se tourna alors vers Venetia Litchfield. La matriarche du domaine le retrouva dans la véranda, taillant les fleurs fanées d'un grand bégonia en pot. Elle semblait indifférente, mais son attitude trahissait une certaine vigilance. Il était présomptueux, dit-elle lorsqu'on l'interrogea sur Atherton. Il avait l'air d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Je n'ai jamais fait confiance aux hommes qui vantent les vertus curatives de la lavande. Et tu lui as servi du thé? Oui, du même pot que tout le monde. Il l'a trafiqué lui-même, comme toujours. Cette petite fiole ridicule. Dieu sait ce qu'il y avait dedans. Quelqu'un aurait-il pu trafiquer cette fiole? Venetia coupa une autre fleur. Il l'a laissée sur la table pendant qu'il allait voir les chrysanthèmes. Il avait largement le temps de faire des bêtises. Et qui aurait pu avoir raison? Venetia marqua une pause. Charles, bien sûr. J'espère qu'il n'est pas assez fou pour tuer pour des raisons de terre. Béatrice? Eh bien, il l'a déstabilisée. Il a posé trop de questions. Le docteur ne l'aimait pas. Et puis, il y a Madame Hewitt, bien sûr. Madame Hewitt, la gouvernante. Elle travaillait chez les Sedgwick. Atherton n'arrêtait pas de poser des questions sur l'ancien domaine. Grand haussa un sourcil. Serait-elle quelque chose qui vaille la peine de tuer? Venetia soutint son regard. Ça dépend des secrets que tu crois que nous avons gardés dans ces couloirs. Ce soir-là, Grange rendit visite à Madame Hewitt et la trouva dans le cottage bien rangé près du cimetière. Une femme corpulente d'une 60aine d'années, au visage ridé et au regard perçant, l'accueillit d'un hochement de tête prudent. « Je suppose que c'est à propos de M. Atherton. »« dit-elle en posant son tricot. « Oui, madame. Il paraît qu'il vous a interrogé au sujet du domaine de Sedgwick. C'est ce qu'il a fait. Il a dit avoir retrouvé le bail de son grand-père. Il pensait que cela lui donnait des droits. Je lui ai dit, les baux expirent, les actes de propriété changent, le monde continue. Mais connaissais-tu son grand-père? Elle détourna le regard. Je savais de lui, Jeremiah Atherton, le jardinier du domaine, un homme discret. Il s'occupait des plates-bandes médicinales. Il est mort pendant le Blitz, lors des bombardements de Weymouth. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Et que croyait Edwin Atherton? Il croyait que quelqu'un avait menti, que les terres de son grand-père avaient été absorbées sans son consentement, qu'elles auraient dû être transmises. Franchement, je trouvais ça absurde. Et pourtant, tu n'as dit à personne qu'il avait posé la question. Elle baissa les yeux. Je n'en ai pas vu l'intérêt, mais j'aurais dû, je suppose. Grange l'observa un instant. Tu l'aimais bien? Je l'ai plaint. Il voulait quelque chose qui n'existe plus. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à Béatrice. Les yeux de la jeune fille étaient encore rouges, mais elle avait retrouvé un peu de sang-froid. Elle accueillit Miss Marple dans le salon avec un sourire poli, quoique hésitant. « Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû voir quelque chose, » dit-elle. « J'étais là juste quelques secondes avant... Tu ramassais des serviettes, c'est ça ?» Béatrice hocha la tête. « De la table près de la porte de la serre. Je l'ai croisé. Il m'a souri et m'a dit... Fais attention. À qui arrose les graines, ma chère ?» Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Miss Marple sourit doucement. Moi non plus, au début. Mais je crois que c'était un homme qui posait des questions comme des graines, espérant qu'elles deviendraient des réponses. Béatrice se tordit les mains. Quelqu'un l'a-t-il tué à terre? Peut-être. Ou peut-être que la terre n'en était qu'une partie. Béatrice resta immobile. Tu crois que j'ai vu quelque chose sans m'en rendre compte? Je crois que tu as entendu quelque chose. Ou quelqu'un. Ou peut-être as-tu remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué. Béatrice la regarda un long moment. Je me souviens d'une odeur. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Une odeur? Pas son goût habituel. Quelque chose de plus piquant, comme des amandes amères.
Mais c'était avant il s'est effondré. Je pensais que c'était la serre. Miss Marple se rassit, oubliant son tricot. « Non, ma chère, dit-elle. Ce n'était pas la serre. C'était l'avertissement. » Elle se générait maintenant la section 5 de l'histoire, en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conserver le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit, ce soir-là, la pluie revint sur Dilmouth. Non pas un véritable orage, mais une bruine persistante qui vitrifiait les maisons de pierre et mouillait les sentiers pavés avec une insistance discrète. Par un temps pareil, on pourrait croire que le village avait retrouvé son aspect normal. Mais le silence qui s'abattit sur les rues n'était pas celui de la paix, mais celui d'une respiration retenue, comme si chaque fenêtre dissimulait quelqu'un qui écoutait, attendait, soupçonnait. À l'intérieur du presbytère, Miss Marple était assise à une table d'appoint dans le salon de Sylvia, le feu crépitant faiblement, sa tasse de thé intacte. Une lettre était ouverte sur ses genoux. Elle l'avait récupérée chez Atherton, après avoir demandé un entretien discret avec l'inspecteur Grange, plus tôt dans la matinée. Il l'avait autorisé, quoiqu'avec une pointe d'indulgence sceptique. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour. L'écriture était soignée mais étrangement rigide, comme si elle avait été rédigée par quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'exprimer ses émotions. Son contenu, en revanche, était riche de sens. Très cher Edwin, si vous avez trouvé la carte, vous avez peut-être aussi commencé à comprendre son importance. Mais soyez prudent. Certains feraient tout pour garder les vieilles choses enfouies. La terre n'est pas ce qu'elle paraît, et les gens qui l'entourent non plus. Vous serez surveillé dès qu'ils soupçonneront que vous connaissez la vérité. Ne faites pas confiance à celui qui vous apporte du réconfort. C'est Miss Marple plia soigneusement le papier, les yeux pensifs. « Jane, dit doucement Sylvia depuis son fauteuil, tu as lu cette lettre 3 fois. Que vois-tu que je ne vois pas ?» La voix de Miss Marple était calme. « Ce n'est pas ce que je vois. C'est ce que j'entends entre les lignes. Il a été prévenu. Plus précisément concernant son confort. Tu penses que le tueur était quelqu'un de proche de lui? Plus proche que proche. Quelqu'un qui prenait soin de lui, peut-être littéralement. Quelqu'un en qui il avait confiance pour lui apporter des choses ou le calmer quand il était nerveux. Et si vous vous souvenez, Vénétia a parlé de ses teintures. Il s'en prenait souvent lui-même. Mais que se serait-il passé si quelqu'un d'autre avait commencé à le lui donner aussi? Sylvia cligna des yeux. Un poison qui se propage, avec le temps, ou une seule opportunité déguisée en gentillesse. À ce moment précis, l'inspecteur Grange se tenait avec le docteur Moore dans le petit cabinet de Church Lane, l'air lourd d'antiseptique et de laine humide. « Tu es certain que c'était du cyanure ?» demanda Grange, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Sans aucun doute, » répondit le docteur Moore en ajustant ses lunettes. « Du cyanure d'hydrogène, précisément. Pas une dose massive, mais directe. La mort aurait été rapide, en quelques minutes. Et ce n'était pas dans le thé lui-même? Non. Le thé ne contenait que de la camomille. Le poison a été introduit plus tard ou, je suppose, dans la fiole qu'Atherton portait. Sur lui, les gouttes. » Grange fronça les sourcils. Il les a ajoutées lui-même. Ce qui suggère qu'il s'est empoisonné, a acquiescé le médecin. Mais il y a un problème. Quel genre? Le flacon n'était pas scellé. Aucun signe d'altération. Mais il n'était pas hermétique. C'est inhabituel pour un produit contenant des principes actifs. Normalement, on scelle ce type de composé pour préserver son efficacité. Ce flacon avait été ouvert et refermé plusieurs fois. Quelqu'un aurait-il pu introduire du cyanure directement dans la teinture? Le docteur Moore acquiesça. Oui, mais il faudrait savoir comment le masquer, ou plus probablement introduire un composé en poudre qui ne s'active qu'à l'état liquide. Grange griffonna un mot. Quelqu'un au village pourrait-il faire ça? Le médecin réfléchit. Je dirais l'apothicaire lui-même. Peut-être Charles Litchfield.
Il a suivi une formation en chimie avant de rentrer gérer les comptes de la succession. Ou... Il marqua une pause. Madame Hewitt, elle a servi comme infirmière pendant la guerre. Les médecins connaissaient aussi bien les poisons que les remèdes. Grange se redressa. Alors revenons à l'accès. Qui a eu un moment seul avec la fiole avant qu'Atherton ne l'utilise? Ceci, inspecteur, dit gravement le docteur Moore, est votre mystère. Pendant ce temps, Miss Marple rendait discrètement visite à l'apothicaire. L'agent de service, un jeune homme bienveillant nommé Albert, la laissa entrer d'un hochement de tête respectueux. « Je regarde juste les plantes, » dit-elle en souriant. Les vieilles habitudes ont la vie dure. À l'intérieur, les étagères étaient restées inchangées, mais le regard de Miss Marple fut attiré non pas par les teintures, mais par une petite boîte en bois cachée derrière le bureau. À l'intérieur se trouvaient des bouquets de fleurs séchées, soigneusement ficelées. Elle en souleva un brin et le renifla, de la racine de valériane légèrement moisie. Un autre, de la digitale, à l'amertume reconnaissable entre mille. Mais c'est le troisième qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas une plante, mais un bout de papier, un dessin botanique, depuis longtemps effacé, avec des annotations précises, à côté des racines et des feuilles. Un petit X avait été dessiné à côté d'un détail précis, gousse de graine, toxique si elle est teintée et chauffée. À utiliser avec une extrême prudence. L'usine était Glands Aconite. Magnifique et mortelle, murmura-t-elle, et tout à fait originaire de ce village. Ce soir-là, Grange reçut un message du coroner. Le composé cyanuré provenait probablement d'un dérivé de racine en poudre, conservé au sec et activé uniquement après infusion. Il n'était pas présent naturellement dans cet état. Quelqu'un l'avait préparé délibérément. Grange regarda à nouveau la liste des suspects. Charles Litchfield, intelligent, calculateur, inquiet de l'héritage. Un motif ancré dans la propriété Madame Hewitt, ancienne infirmière, gardienne d'un savoir ancien. Motif, possible protection de secret, Béatrice, jeune, naïve, mais inhabituellement proche de la serre. Aurait-elle été manipulée? Venetia Litchfield, imposant, fier. Probablement prêt à défendre son domaine à tout prix, il entoura chaque nom à tour de rôle, puis fixa le dernier. Docteur Moore. Grange tapota sa plume. Le médecin avait constaté le décès. Il avait accès au poison. Il était resté jusqu'ici ostensiblement neutre. La percée s'est produite, comme c'est souvent le cas par accident. Ce soir-là, Béatrice prit le thé avec Miss Marple et Sylvia. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle accepta sa tasse. « J'aurais dû faire quelque chose, » dit-elle. « Il a toujours été gentil avec moi. Il m'a même donné un petit flacon pour dormir, de la lavande et de la valériane. Il disait que c'était sans danger. Mais la veille de la fête, j'en ai renversé. Ça a brûlé la moquette. » Miss Marple marqua une pause en remuant. « Il a brûlé? » ?»« Oui. Il y a une tache sur le tapis de ma chambre. Une odeur horrible, comme des amandes brûlées. Tante, Venetia a dit que c'était probablement la valériane, mais ça ne sentait pas la valériane. » Miss Marple plissa les yeux. « Puis-je le voir ?» Ils montèrent à l'étage, où Béatrice tira un coin du tapis. Une tache brun rougeâtre entachait. Le tissage, les bords étaient nets et légèrement décolorés. Miss Marple renifla. Le reniflement était faible mais indéniable. « Du cyanure, » dit-elle doucement, « ou un produit chimique apparenté. Béatrice, ma chère, as-tu utilisé la bouteille après ça? »« Non, je l'ai jetée. » Miss Marple se redressa lentement. Alors M. Atherton n'était pas la première personne que l'on essayait d'empoisonner. Elle resta éveillée cette nuit-là, bien après que Sylvia se soit couchée. Les indices nous s'étaient rassemblés comme des fils fins, légers, presque invisibles. Mais ils commençaient maintenant à former un motif, un nom falsifié et un bail oublié, un héritage caché, un consolateur devenu une menace, une gentillesse, utilisé comme camouflage et un avertissement dans une lettre. Ne faites pas confiance à celui qui vous apporte du réconfort. Miss Marple ferma doucement son carnet. Les graines ont été semées il y a longtemps,
dit-elle doucement. Il ne nous reste plus qu'à voir ce qui a poussé. La pluie était passée au matin, laissant derrière elle une odeur de feuilles et de pierres mouillées. Le village, scintillant sous les rayons hésitants du soleil, semblait avoir été lavé. Mais Miss Marple le savait bien, les apparences étaient parfois trompeuses. Les surfaces propres dissimulaient souvent les taches les plus profondes. Elle n'avait pas dormi longtemps, mais son esprit était vif, ses soupçons se déposant comme de la poussière sur de vieux meubles, attendant le bon moment pour être dérangée. Elle a commencé sa journée à la table du petit déjeuner du presbytère, en lisant l'écho du Dorset Indice que Sylvia s'affairait autour d'un thé et de toast. Le journal ne mentionnait que brièvement la mort d'Atherton, précisant que la police explorait plusieurs pistes. C'était toujours la phrase qu'on utilisait quand rien ne pouvait encore être prouvé. « Je crois, dit Miss Marple à voix basse, que le moment est venu de remuer le feu. » Sylvia leva les yeux. « Tu as déjà suscité beaucoup d'enthousiasme, Jane. »« Oui, mais doucement. Maintenant, place à quelque chose de plus précis. » Son premier arrêt fut Charles Litchfield. Elle le trouva près de la limite de l'ancienne propriété de Sedgwick, en conversation avec un homme du bureau d'arpentage. Une carte était tendue sur le capot de sa voiture, flottant au coin haut. Charles adressa un sourire forcé à Miss Marple. « Envie d'une élection ?»« En quelque sorte, » répondit-elle joyeusement. « C'est une matinée idéale pour fouiller le passé. » Son sourire s'est estompé. On clarifie les limites des titres de propriété. Routine. Tant de choses le sont jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, songea-t-elle. On m'a dit que M. Atherton croyait que cette terre lui appartenait en héritage, que son grand-père y cultivait autrefois un jardin médicinal. Le ton de Charles se calma. Ce sont de vieilles rumeurs. Oh, je ne néglige pas les vieux ragots. Ils sont souvent plus vrais que les faits nouveaux, surtout quand ils viennent des femmes de ménage. Charles ne dit rien. Elle se pencha légèrement vers lui. « Dites-moi, monsieur Litchfield, connaissiez-vous le vrai nom d'Atherton avant que la police ne vous le révèle ?» Il y eut un scintillement. Pas long, mais suffisant. « J'ai peut-être soupçonné. À cause de ce qu'il t'a dit, pendant la garden party, » Charles détourna le regard. « À cause de ce qu'il savait avant qu'il ne le dise. J'ai découvert qu'il avait contacté le bureau des archives foncières il y a quelques semaines. Il s'en approchait. J'ai pensé que je pourrais peut-être le dissuader, le raisonner. » Miss Marple lui adressa un sourire mince et indéchiffrable. « C'est étrange, parce que vous me faites l'effet d'un homme qui ne raisonne avec des gens qu'il considère comme inférieurs à lui. » Elle se retourna et s'éloigna avant qu'il puisse répondre. Son prochain arrêt fut le cottage de Madame Hewitt. La gouvernante ouvrit la porte avec de la farine sur les mains et de la méfiance dans les yeux. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-elle catégoriquement. « Oh, j'espérais bien que vous le feriez, » répondit Miss Marple. Ils étaient assis dans la cuisine bien chaude, tandis qu'une douceur cuisait au four. Miss Marple joignit poliment les mains. « Monsieur Atherton a posé des questions sur le vieux jardin, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit doucement Madame Hewitt. « Il m'a demandé s'il y avait déjà eu un testament ou un bail avec droit de succession. Je lui ai répondu que je l'ignorais. »« Ah, c'était vrai ?» Madame Hewitt fixa ses mains. « Pas tout à fait. Jeremiah Atherton, son grand-père, avait une lettre personnelle de Lady Sedgwick, stipulant que la parcelle de jardin lui appartenait jusqu'à sa mort et que tout descendant pratiquant la médecine y aurait droit. Pas juridiquement contraignant, » murmura Miss Marple. « Non, mais moralement contraignant lui, et peut-être à quelqu'un d'autre qui en avait connaissance. » La voix de Miss Marple s'adoucit. « Quelqu'un comme vous. » Les lèvres de Madame Hewitt se pincèrent. J'essayais de protéger le garçon. Il ne comprenait pas à quel point c'était dangereux de provoquer ça. Dangereux pour qui? À tout le monde. Charles, Vénétia, tout l'héritage. Ils ont bâti leur vie sur cette terre. Et Edwin, il se fichait des dégâts qu'il causait. Il ne se souciait que de son bien droit. Miss Marple la regarda calmement. « Alors, tu l'as prévenu ? » ?»« Je l'ai fait, discrètement. J'ai envoyé une lettre. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. «
Avec une seule initiale. Madame Hewitt cligna des yeux. Oui, ne faites pas confiance à celui qui vous apporte du réconfort. La femme la plus âgée pâlit. Vous voyez, dit doucement Miss Marple, vous ne l'avez peut-être pas tué, mais quelqu'un qui lit cette lettre, il a peut-être compris ce qu'il avait mis en garde et a agi rapidement. Madame Hewitt était assise. En silence, l'odeur de cannelle était épaisse dans l'air. Cet après-midi-là, Grange convoqua Venetia Litchfield au poste pour un entretien officiel. Elle arriva avec son manteau impeccablement repassé et les lèvres peintes de son rouge carmin fétiche. « Vous comprenez que c'est une courtoisie, » dit-elle, assise avec une posture impeccable. « Entièrement, » répondit Grange, neutre. « Alors je serai bref. M. Atherton était un homme prétentieux, animé d'une folie des grandeurs. Je lui ai servi du thé. Je ne l'ai pas empoisonné. Personne ne suggère que vous ayez versé du cyanure dans la coupe, dit Grange d'un ton doux, mais il vous faisait confiance. Il acceptait vos demandes. Il vous a peut-être même demandé de tenir sa teinture pendant qu'il parlait à Charles. Les yeux de Venetia se plissèrent. Il a laissé sa bouteille sans surveillance. N'importe qui aurait pu la trafiquer. Et c'est ce qui rend la chose intéressante, a déclaré Grange. Nous pensons qu'il avait peut-être une deuxième bouteille, une qu'il n'a pas retrouvée, une qu'il a donnée à quelqu'un d'autre. Venetia cligna des yeux. À qui? Peut-être à Béatrice, un test ou une protection. Sa mâchoire se serra. Ma nièce n'est pas impliquée. Elle a mentionné la bouteille. Elle a dit qu'elle l'avait renversée. Elle l'a dit, point, brûler le tapis, point, Venetia perdit un peu ses couleurs. Les enfants exagèrent. Ce n'est plus une enfant. Et son histoire ne change pas. Le poison ne se manifeste pas toujours haut et fort, Madame Litchfield. Parfois, il agit par de petits accidents discrets, de petits réconforts. Venetia se leva, lente et délibérée. J'aimais mon domaine. Je l'ai défendu. Mais je n'ai pas tué Edwin Atherton. Si je l'avais fait, je vous assure qu'il n'aurait jamais atteint la table du thé. Plus tard, Grange rendit visite à Miss Marple au cottage de Sylvia. Elle se tenait devant le portail du jardin, tandis que le soleil commençait à décliner sur les champs. « J'ai entendu dire que tu parlais à tout le monde, » dit-il. Elle sourit. « Toi aussi. » Il la regarda avec curiosité. « Tu crois que je me trompe de sujet? »« Ah non, » dit-elle. « Tu es tout près de l'arbre, mais tu te trompes peut-être de tronc. » Il croisa les bras. « Alors, éclaire-moi. » Le cyanure, dit-elle, est plus efficace lorsqu'il est liquide et dissimulé. Mais une fois chauffé, il dégage une odeur, forte, piquante, un peu comme l'amande. Oui, Béatrice l'a senti, elle l'a fait. Mais quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un qui a dit à Béatrice que c'était de la valériane. Quelqu'un qui a pris son flacon, l'a jeté et n'a rien dit. Grange cligna des yeux. Venetia? Non, dit doucement Miss Marple. Quelqu'un de beaucoup plus subtil. Quelqu'un qui jouait à la fois l'infirmière et l'amie. Quelqu'un qui, pour être honnête, avait accès à tout de remède de M. Atherton. Les sourcils de Grange se froncèrent. Miss Marple se tourna vers le chemin du cimetière, où une silhouette solitaire se déplaçait avec une grâce tranquille, son cardigan boutonné, ses mains jointes sur un sac à main, ses yeux observant le village avec le calme de quelqu'un qui se croyait invisible. « Le confort, » dit Miss Marple, « est un déguisement très dangereux. » Le lendemain matin arriva, lumineux et froid, comme si le ciel lui-même avait décidé de dissimuler les secrets en mettant tout en relief. Le village de Dilmouth, cependant, restait plus que jamais empêtré dans ses vérités intimes. En apparence, la routine de Miss Marple restait inchangée. Elle prit un petit déjeuner modeste, nourrit le chat de Sylvia et fit sa promenade habituelle dans les ruelles. Mais sous cette façade sereine, son esprit bouillonnait. Quelque chose avait changé, subtilement mais indéniablement. Les pièces étaient presque alignées, l'image finale commençait à émerger. Il lui fallait maintenant une pression, appliquée doucement, juste au bon endroit. Elle s'arrêta devant la salle paroissiale où des affiches annonçant la prochaine exposition florale claquaient sur le panneau d'affichage. C'était là que la Ligue des femmes locales était réunie
préparant les tables pour sa tombola annuelle. Et au centre de tout cela, modeste, serviable et efficace, se trouvait Mademoiselle Agnès Bright, infirmière à la retraite, amie, chère à beaucoup et ces derniers temps, tout à fait indispensable à la maison de Venetia Litchfield. Agnès Bright s'était intégrée à la communauté comme le thé dans la porcelaine. Elle était toujours présente, toujours serviable, toujours calme, et elle était l'une des rares personnes en qui Atherton avait confiance. Miss Marple regarda Agnès offrir une boîte de sablé maison à Madame Calthorpe, puis ajuster le plan de table pour le comité des fleurs. Il y avait quelque chose de trop Alice dans tout cela, trop bien répété, comme une pièce jouée chaque soir sans jamais réécrire le texte. Elle s'est approchée avec désinvolture. « Ma chère Agnès, » dit chaleureusement Miss Marple, « vous remettez toujours de l'ordre dans les affaires les plus désordonnées. » Agnès sourit, ses fossettes creusées, satisfaite. « Il faut bien que quelqu'un empêche les choses de s'effondrer, non ?» Miss Marple pencha la tête. « Comment avez-vous connu Monsieur Atherton, si je peux me permettre de vous le demander ?» Agnès marqua une pause, prise au dépourvu un instant. « Il est venu à la conférence de la Ligue sur les herbes en mars. Je lui ai proposé de la camomille pour le stress après. On a commencé à discuter. Et tu as commencé à lui préparer ses teintures, n'est-ce pas? Un éclair dans les yeux, mais seulement l'espace d'un battement de cœur. Seulement, de temps en temps. Il demandait parfois un deuxième avis. Tu sais comment les hommes sont avec leurs propres remèdes. Il pensait tout savoir. Et vous l'avez aidé, même si vous désapprouviez ses enquêtes sur le domaine de Litchfield. Agnès sourit à nouveau, plus mince maintenant. Je ne crois pas avoir dit que je désapprouvais. Mais toi, fais, je pense que c'était dangereux. Le regard d'Agnès se posa sur Miss Marple une seconde de trop. Certaines choses, dit-elle doucement, ne sont pas faites pour être déterrées. Cet après-midi-là, l'inspecteur Grange s'est rendu à nouveau au presbytère. Elle est sur ta liste maintenant, n'est-ce pas? Demanda Miss Marple en servant du thé. Grange hocha la tête. Agnès Bright. On a fait quelques vérifications discrètes. Elle a servi dans le corps des infirmières de la reine Alexandra, affectée en Afrique du Nord. Honneur pour service rendu, retraite anticipée. Arrivée. À Dilmouth il y a 6 ans. Pas de famille connue. Dévouée au Litchfield. Elle aurait su administrer le cyanure sous forme liquide. Comment le doser subtilement et comment se débarrasser des outils. Ce qui fait d'elle l'une des 3 personnes qui auraient pu introduire le poison dans la teinture d'Atherton. Mais nous n'avons aucune preuve. Miss Marple but une gorgée. Pas encore. Y a-t-il autre chose que tu ne me dis pas? Elle lui adressa un petit sourire. Sauf qu'Agnès n'est pas du genre à agir seule. Elle est du genre à se justifier. Grange se pencha en avant. Justifie? Les gens comme Agnès croient que la justice morale prime sur la justice légale. Si elle pensait qu'Atherton perturbait quelque chose de sacré ou mettait en danger la paix du village, elle agirait. Ni impulsivement ni sous l'effet de l'émotion. Mais avec un objectif réfléchi, Grange se rassit. Tu crois qu'elle se voyait comme une protectrice? Je crois, dit Miss Marple, que quelqu'un s'est confié à elle. Peut-être lui a-t-il parlé des projets d'Atherton. Peut-être même lui a-t-il transmis la lettre, et elle a agi discrètement, efficacement, avec juste ce qu'il faut de distance. Ce soir-là, juste après le crépuscule, un autre rebondissement s'est produit. C'est Béatrice, nerveuse, pâle, qui fait irruption dans le presbytère, ses mains gantées, tremblantes. « Je suis entrée dans la maison d'Agnès, » murmura-t-elle, essoufflée. « Je sais que je n'aurais pas dû. Mais je devais rendre un livre que j'avais emprunté. J'ai encore le double des clés. Elle n'était pas là. » Sylvia parut horrifiée. « Béatrice !» Mais Miss Marple leva la main. « Et qu'avez-vous trouvé ?» Béatrice fouilla dans son sac et en sortit une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait un médaillon en laiton, vieux et terni. J'ai trouvé ça dans un tiroir sous sa boîte à couture. J'ai reconnu les initiales. JALs correspondent à celles de la carte qu'Edwin m'a montrée il y a quelques semaines. Je suis sûr que c'était celle de son grand-père. Elle a dû lui être transmise.
Miss Marple ouvrit doucement le médaillon. À l'intérieur, derrière la fine vitre, se trouvait un dessin miniature d'un homme en blouse de jardinier. En dessous, un fragment plié du bail original du jardin médicinal. Agnès le savait, murmura Miss Marple. Elle savait que les affirmations d'Atherton étaient vraies, et elle l'a gardé secret. Grange, appelé promptement, examina attentivement le contenu. « Pourquoi prendre ça ?» demanda-t-il à voix haute. « Ce n'est pas une arme, même pas une arme de valeur. C'est une preuve, » dit Miss Marple, « une preuve émotionnelle. Si quelqu'un d'autre avait vu ça, il aurait peut-être soutenu les affirmations d'Atherton, ou du moins leur aurait accordé du poids. » Agnès en connaissait l'importance. Grange fronça les sourcils. « Mais pourquoi le garder ? Parce que ceux qui se justifient détruisent rarement. Ils cachent, ils dissimulent. Ils sviquèrent la vérité. » Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à Agnès Bright une dernière fois. Ils étaient assis dans le salon bien rangé de sa chaumière. Une bouilloire grésillait doucement sur le poêle, l'air embaumait la mélisse. « Je suppose que vous êtes ici pour parler d'Edwin, » dit Agnès d'une voix calme. « Je le suis. Et à propos de son grand-père. » Agnès se raidit. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je crois que oui. Je crois que tu connaissais Jeremiah Atherton quand tu étais petite, avant la guerre, avant la vente du terrain. » Agnès fixait le feu. « Il était gentil avec moi. Il cultivait des herbes que d'autres ignoraient. Il m'a appris lesquelles guérissaient, lesquelles nuisaient. Et tu as gardé ce médaillon. »« Ce bail !» Agnès ne parlait pas. Il est venu ici en quête d'un objet ancien qui lui appartenait de droit. Mais vous aviez déjà décidé que le prix était trop élevé. Sa voix tremblait. Il aurait tout détruit. Charles, Vénétia, le jardin, cet endroit. Il ne l'a pas fait appartenir plus. La voix de Miss Marple était douce mais ferme. Il vous appartenait plus que vous ne le souhaitiez. Agnès se tourna vers elle, les yeux vitreux. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais tu l'as fait. Le silence tomba. Et puis, lentement, Agnès se leva. Fais ce que tu dois. Alors que Grange emmenait Agnès en détention plus tard dans la journée, Miss Marple se tenait près du portail de la maison de Sylvia, les mains jointes calmement. Le village ne comprendrait pas. Pas au début. Mais avec le temps, il finirait peut-être par l'accepter, non pas parce que justice avait été rendue, mais parce que l'ordre des choses avait été rétabli. Discrètement. Sans douleur. Comme un somnifère. Mais Miss Marple connaissait la vérité. Commande, c'était une chose fragile. Et derrière chaque tasse de thé, derrière chaque sourire poli, se cachait un potentiel d'amertume. Le village de Dilmouth était calme ce dimanche-là. La pluie était revenue en vagues douces, un murmure contre les fenêtres plutôt qu'un rugissement. Les cloches de l'église sonnaient à travers la brume, appelant fidèles et curieux, même si chacun connaissait déjà le thème du sermon, le péché, le secret et ce qui se cache derrière les haies. Miss Marple assista à la cérémonie, assise comme toujours, au fond, d'où elle pouvait voir tout le monde sans être particulièrement remarquée. Elle portait un manteau bleu pâle et ses gants étaient soigneusement pliés sur ses genoux. Son regard, comme toujours, était fixé sur elle. L'arrestation d'Agnès Bright n'avait pas fait la une des journaux et la police n'avait publié aucune déclaration officielle. C'était le genre d'affaire qui se nourrissait davantage de rumeurs que de gros titres. Pour l'instant, on parlait d'enquête discrète, et seule une poignée de personnes savaient à quel point l'affaire était proche d'être classée, et, pourtant, l'expression de Miss Marple restait sereine, mais son esprit était loin d'être immobile. Agnès avait avoué, certes, mais seulement partiellement. Elle avait admis dissimulation des preuves, et non le meurtre lui-même. Elle avait justifié ses actes par des actes de protection, affirmant avoir simplement supprimé la tentation. Elle n'avait jamais admis avoir mis du poison dans la teinture, ni l'avoir servi à Atherton. Il y avait une fissure dans la façade, un espace entre la confession et la vérité. Miss Marple devait fermer. Elle devait voir la réaction de quelqu'un. Et,
Donc elle a lancé une invitation. Cet après-midi-là, sous couvert de politesse et de clôture, Miss Marple offrit un petit thé dans le jardin du presbytère. Seuls 4 convives étaient à convier. Inspecteur Grange qui est arrivé avec des yeux prudents et un carnet usé. Béatrice, fragile mais en convalescence, accompagnée de son sentiment de gratitude maladroite. Charles Litchfield, sur la défensive, et les lèvres sombres, souhaitant clairement être ailleurs. Et Venetia Litchfield qui n'avait pas refusé l'invitation, mais avait envoyé un message à l'avance « J'y assisterai par courtoisie, mais je ne souhaite pas parler davantage de cet homme. » Ils étaient assis à l'ombre d'un grand if, à une table dressée avec un gâteau au citron, des scones au raisin et une tasse fumante d'Earl Grey. Sylvia versa le thé, mais Miss Marple servit elle-même le gâteau, observant attentivement les mains, les yeux et les silences. « Je voulais tous vous remercier, » me dit-elle gentiment, « de m'avoir aidé à réfléchir à la fin tragique du pauvre monsieur Atherton. Ces affaires de village, vous savez, ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. » Charles émit un son, à moitié moqueur, à moitié expirant. « En effet, » dit Venetia en tamponnant sa serviette, « et je crois que nous en avons discuté à mort, si vous me permettez l'expression. »« Tout à fait, » répondit Miss Marple en levant sa tasse. « Mais il y a une petite chose qui me tracasse encore. » Les yeux de Grange se posèrent sur elle, alerte. Béatrice baissa les yeux. Venetia haussa les sourcils. Miss Marple prit son sac à main et en sortit une petite bouteille en verre bleu, sans aucun doute l'une des teintures d'Atherton. « J'ai trouvé ça dans un placard de la chambre d'amis de Sylvia, » dit-elle d'un ton léger. « C'était parmi les affaires qu'Edwin m'avait demandé de surveiller lorsqu'il pensait partir en voyage. C'est drôle, non? Il était plutôt secret, mais il faisait confiance à des gens étranges, de manières étranges. » Charles se déplaça. « Et alors? »« Je l'ai fait tester, » dit Miss Marple. « Pas de cyanure, mais un léger sédatif, principalement de la valériane, juste assez pour provoquer une somnolence, doux, à moins d'être mélangé à autre chose. » Venetia prit une gorgée de thé. « On va jouer pour vous, Miss Marple? Une scène de salon ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Oh non, juste du thé, et peut-être une réaction subtile. » Elle se tourna légèrement vers Charles. « Tu as étudié la chimie, n'est-ce pas? C'est fascinant de voir comment 2 substances inoffensives peuvent créer quelque chose de mortel ensemble. Mélanger les mauvaises herbes, et même un somnifère peut tuer. » Charles se hérissa. « Suggérez-vous? »« Je suggère, » dit calmement Miss Marple, « que quelqu'un a peut-être aidé Edwin à ajuster ses teintures, peut-être même sous prétexte de l'aider à se détendre avant la garden party, quelqu'un qui savait travailler les plantes, qui avait accès à l'homme et aux matériaux, quelqu'un avec une motivation et un profond sens de l'héritage. » La main de Venetia s'arrêta sur sa tasse de thé. Béatrice leva soudain les yeux, comme si elle se souvenait de quelque chose. L'inspecteur Grange retint son souffle. « Bien sûr, » ajouta Miss Marple, « cette personne devra être prudente. Le poison n'est pas toujours traçable, surtout s'il est mélangé à quelque chose d'inoffensif. Et la victime? Eh bien, elle pourrait ne rien soupçonner, surtout si le visage qui lui offre le poison sourit. » La main de Charles tressaillit au bord de la nappe. Miss Marple tourna les yeux vers Venetia. « Vous avez été très protectrice envers Béatrice. Vous lui avez expliqué la cause du déversement. Vous avez enlevé la moquette abîmée. Vous avez nettoyé les lieux. » Venetia ne répondit pas. « Vous ne vouliez pas que la police examine le plancher, ni qu'elle demande à une jeune femme pourquoi elle possédait un flacon de teinture qui brûlait la laine. Toujours pas de réponse. Vous avez prétendu ne pas être proche de M. Atherton. Mais Béatrice a mentionné qu'il venait souvent à la maison, non pas pour affaires, mais pour se réconforter. » Un battement. Puis Venetia leva les yeux, froide et posée. « Il allait tout prendre, » dit-elle doucement. « Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout ce que mon mari a construit, tout ce pourquoi nous nous sommes battus après la guerre. Un bout de papier,
un mot de jardinier, et il pensait pouvoir tout prendre. La voix de Miss Marple était douce. « Alors, tu laisses Agnès faire le sale boulot. »« Non, » dit sèchement Vénétia. « Agnès l'a prévenu, c'est tout. Elle suppliait qu'il le laisse tranquille. » Mais il ne l'a pas fait. La mâchoire de Vénétia se serra. Non, il est venu à la fête et en a fait tout. Une plate. Il a dit à Charles qu'il porterait plainte. Il a dit à Béatrice qu'il resterait. Et il a demandé moi, si je le soutenais publiquement, comme si je pouvais trahir tout ce que nous représentions. La voix de Grange était calme, mais ferme. Et donc tu l'as glissé? Vénétia jeta un coup d'œil à la bouteille bleue. Il m'a fait confiance, dit-elle d'une voix distante. Il m'a dit que le thé le rendait anxieux et que j'allais y ajouter quelques gouttes. Je l'ai ajouté pendant que les autres ne regardaient pas. Il suffisait d'une touche. Le cyanure était déjà dans la camomille, cadeau de quelqu'un qui me devait une faveur. Je n'ai pas fabriqué le poison. J'ai simplement dirigé son cours. Grange se leva lentement. « Ça suffit, Lady Litchfield. » Vénétia se leva également, sereine jusqu'au bout. « Bon, au moins maintenant, on peut arrêter de faire semblant. » Après qu'elle eût été emmenée, le jardin tomba dans un silence gêné. Béatrice resta assise, immobile. Charles fixait sa tasse intacte. Seule Miss Marple se servit une autre tasse de thé. « Ce sont toujours les gens auxquels on s'attend, le moins, » murmura Béatrice. Miss Marple lui tapota la main. « Oh, pas toujours, ma chère. Parfois, c'est précisément la personne qu'on vous a appris à ne jamais remettre en question. » Le scandale de l'arrestation discrète de Lady Vénétia Litchfield se répandit à Dilmouth, non pas avec fracas, mais comme une teinture dans l'eau, lentement invisible d'abord, puis soudain omniprésent. Personne ne cria. Il n'y eut pas de gros titres de journaux, pas de procès par la presse, juste des murmures dans la file d'attente du boucher, des regards croisés à la poste, et Madame Calthorpe déclarant à son club de bridge qu'elle, toujours je, soupçonnait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon de les regarder de haut, de cette famille. Vénétia avait avoué en partie suffisamment pour que l'inspecteur Grange l'accuse de complot. Cependant, prouver la provenance du cyanure et son origine exacte restait une affaire obscure. Cela viendrait plus tard, dans les tribunaux, les dossiers et les rapports officiels. Mais pour Miss Marple, le mystère était déjà résolu. Le mobile n'était pas la cupidité au sens traditionnel du terme. Vénétia n'avait pas tué pour de l'argent. Elle avait tué pour héritage, par fierté, par ordre. Edwin Atherton avait exhumé non seulement un vieux bail, mais aussi l'idée que leur domaine, héritage de la noblesse anglaise, pouvait être terni par des obligations oubliées envers une lignée de jardiniers, que ces jardins impeccables reposaient sur des fondations bâties par négligence et omission. Pour Vénétia, ce n'était pas seulement une menace, c'était une hérésie, mais la vérité était bien plus complexe que cela. Et elle ne serait pas complète sans une dernière conversation. Miss Marple se tenait à l'ombre d'un hêtre pleureur dans le cimetière, l'air embaumé par l'odeur de pierre humide et d'herbe écrasée. Elle avait discrètement sollicité ce rendez-vous, et il était venu, à contre-cœur, mais il était venu. Charles Litchfield paraissait plus mince qu'avant. Il avait des cernes sous les yeux, et la raideur d'un homme qui s'était longtemps vanté de sa maîtrise de soi. « Vous vouliez me voir, Miss Marple ?» Elle se tourna doucement vers lui. « Oui, juste un mot ou deux, Monsieur Litchfield. » Il fit un signe de tête serré. « Je ne suis pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit, » dit-elle. « La loi décidera de votre rôle dans cette affaire, s'il y a quelque chose à découvrir. J'imagine que vous avez déjà parlé à votre avocat. Je l'ai fait, » dit-il catégoriquement. Elle regarda les pierres tombales un instant, comme pour rassembler ses pensées. « Je crois que vous devez vous sentir trahi. » Il la regarda fixement. « Pas par Edwin, » poursuivit-elle, « même si la belle est bien menacée ta sécurité, n'est-ce pas, mais par ta mère. » La mâchoire de Charles se serra. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste. « Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle l'avait fait ?»
Non, dit-il rapidement. Puis, après une pause, « Mais je le savais. Ou je m'en doutais. Elle essayait de te protéger, » dit Miss Marple, à sa manière. Elle n'en avait pas besoin, rétorqua-t-il. J'aurais trouvé un autre moyen, je me serais battu. Il existe des avocats, des stratégies juridiques. Elle n'avait pas besoin de... L'empoisonner, proposa doucement Miss Marple. Non, elle ne l'a pas fait. Mais elle a choisi la méthode la plus simple, la plus sûre, et elle pensait que tu comprendrais. Charles fixait la tombe devant eux, son inscription patinée et illisible. J'ai compris, murmura-t-il, et j'ai détesté ça. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit une petite enveloppe, scellée, légèrement jaunie au coin. « Elle a écrit ça, dit-elle, 3 jours avant la fête. Il l'a laissé à Sylvia au cas où quelque chose arriverait. Il a dit que ce n'était pas un testament, pas vraiment, plutôt une réflexion. » Charles hésita. « Et tu me le donnes ? Je l'ai lu, dit-elle simplement. Je pense que tu devrais le lire aussi. » Il prit la lettre et resta là en silence, tandis que Miss Marple se retournait et retournait vers le village. Ce soir-là, Miss Marple raconta les derniers détails à l'inspecteur Grange dans le salon de Sylvia, où le feu crépitait chaleureusement et où l'odeur de cire d'abeille flottait dans l'air. Il soupçonnait que quelqu'un pourrait essayer de l'arrêter, dit-elle en leur servant du thé à tous les deux. Mais je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que cela vienne de Lady Litchfield elle-même. Elle cachait très bien sa cruauté. Grange hocha la tête. Il était naïf, par certains. Côté. Peut-être, acquiesça Miss Marple. Mais son instinct était bon. Le bail était réel. Sa revendication était fondée. Et quelqu'un, Agnès Bright peut-être, ou même Charles, aurait dû le soutenir. Mais au lieu de cela, ils ont préféré préserver une histoire plutôt que d'admettre une vérité. Grange tapota sa tasse de thé. La source du cyanure reste un mystère. Vénétia refusa de nommer son complice. Elle n'en avait pas besoin, dit calmement Miss Marple. Le cyanure n'est pas si difficile à obtenir. Pas en quantité suffisante. La cabane du jardinier contenait d'anciens stocks, quelques vestiges, de guerre jamais nettoyés. J'imagine qu'Agnès savait où en trouver, mais elle ne l'a pas administré. Non, elle l'a prévenu. Et puis elle s'est écartée. Grange se pencha en arrière. Alors c'était Lady Litchfield, entièrement. Miss Marple remua son thé. Je crois qu'elle a donné la dernière dose, oui, mais je ne crois pas qu'elle ait été là seulement quelqu'un qui croyait que c'était nécessaire. D'autres l'ont justifié. Ils se sont détournés. Laissons faire. Béatrice ? Elle était innocente, dit Miss Marple avec fermeté. Elle en voyait plus qu'elle ne le pensait, mais elle ne le comprenait jamais. Elle n'était qu'un témoin des événements. Grange expira lentement. C'est fait alors. Oui, répondit Miss Marple, même si le village ne sera plus jamais tout à fait le même. 2 jours plus tard, l'apothicairerie rouvrit ses portes sous une nouvelle direction. Un jeune couple de Bridport prit les rênes, restaura les étagères et repeignit l'enseigne en bois. Il ne connaissait rien d'Edwin Atherton, si ce n'est quelques murmures des voisins et la révérence discrète avec laquelle certains habitants parlaient désormais de l'huile essentielle de lavande. La société de jardinage reprit ses réunions, bien que le concours de roses fût reporté. Le vicaire reprit ses sermons sur la paix et l'harmonie, et Béatrice partit pour la côte, chez des cousins à Lyme-Regis. Air frais et changement, avait un jour recommandé Vénétia. Et Béatrice, sans ironie, suivit le conseil. Quant à Miss Marple, elle s'assit une dernière fois avec Sylvia dans le jardin, regardant les abeilles bourdonner entre la digitale et le thym. « Tu sais, » dit Sylvia en sirotant une limonade, « tu es vraiment assez dangereuse quand tu décides de t'impliquer. » Miss Marple sourit faiblement. On confond souvent silence et innocuité. « Et maintenant, retour à St. Mary Mead ? Dans 1 jour ou 2, dit Miss Marple. « Mais je dois dire que Dilmouth a été assez divertissant. » Sylvia regarda vers la ruelle. « Tu crois que quelqu'un d'autre connaît toute l'histoire ? » « Oh, j'en doute, » dit Miss Marple en repoussant une feuille de sa jupe.
La plupart des gens se contentent d'une explication superficielle. Cela les rassure. Mais certains d'entre nous, ajouta-t-elle les yeux pétillants, préfèrent savoir ce qui pousse sous terre. Dilmouth, comme tous les villages anglais, possédait une remarquable capacité à absorber le scandale et à continuer à vivre avec le sourire. Après un temps de murmures et d'indignation morale, la vie reprit son rythme. Les parterres de fleurs furent de nouveau taillés, la Ligue des femmes reprit l'organisation de sa tombola, et la file d'attente à la boulangerie s'allongeait fidèlement chaque samedi matin. Mais sous ce vernis de normalité, quelque chose avait changé. Une conscience tranquille que le mal pouvait fleurir même parmi les roses. Lady Venetia Litchfield avait été placée dans une maison de retraite privée du Sussex, ses avocats évoquant une dépression nerveuse. Officiellement, elle n'avait pas été inculpée pendant que le ministère public examinait les preuves. Officieusement, tout le monde savait qu'elle ne reviendrait pas à Dilmouth. Charles Litchfield, désormais unique figure de proue du domaine, n'était plus que l'ombre de lui-même. Poli, distant, de plus en plus absent. Il allait à l'église, signait des papiers et saluait parfois les villageois dans le chemin, mais il y avait un vide dans son regard qu'aucun héritage ne pouvait combler. Lui seul savait s'il avait conspiré avec sa mère, ou s'il s'était simplement détourné alors qu'il aurait dû agir. Et il ne voulait pas le dire. Agnès Bright, bien que non formellement inculpée, avait discrètement quitté le village, sous le prétexte poli d'une affaire de famille dans le Nord. Sa maison avait été louée à une jeune institutrice qui élevait des cochons d'Inde et semblait ignorer le passé trouble de son précédent locataire. Agnès, elle aussi, n'avait laissé aucune adresse, mais certains pensaient qu'elle écrivait occasionnellement à Sylvia Leach, dont les lettres hebdomadaires étaient devenues un peu plus réfléchies. Béatrice, envoyée à Lyme Regis pour se reposer, restait coupée du contact avec la plupart des habitants du village. Elle en avait trop vu, non pas la violence de l'acte, mais le tissu de mensonges, la douce cruauté qui se cachait sous des manières distinguées. Elle reviendrait, un jour peut-être, mais elle ne redeviendrait pas la même fille. Et quand Enos, est-il de Miss Marple, elle retourna à St. Mary Mead début septembre, son sac de voyage modeste, les yeux plus brillants que jamais. Elle fut accueillie par la nouvelle de la femme d'un nouveau pasteur, étrangement végétarienne. Un litige concernant les jardins familiaux et le mystère de la confiture disparue à la fête des récoltes. De retour dans son fauteuil familier, près du foyer, les aiguilles à tricoter cliquetant doucement, elle réfléchissait non pas au crime mais aux gens. Ce n'était pas le poison qui la fascinait, même si le poison était certainement révélateur. C'était la façon dont les gens justifièrent les choses, les petites trahisons, les silences, les regards. Venetia n'avait pas été un monstre. Elle avait été fière, effrayée et trop convaincue de sa propre justesse. Agnès avait cru préserver l'ordre. Charles avait laissé sa mère agir, refusant d'affronter le passé, refusant d'imaginer un avenir où il aurait moins. Mal, Miss. Marple pensait, c'est très rarement théâtral. Cela s'infiltre comme un courant d'air sous une porte. La plupart des gens le commettent sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle sirotait son thé. Plusieurs semaines après son retour, une lettre lui parvint écrite à la main en cursive soignée, oblitérée de Londres. « Chère Miss Marple, je n'attends pas de pardon, et je ne le demande pas. Mais j'avais le sentiment de te devoir quelque chose, une fin peut-être. Tu as vu ce que les autres ont manqué, non pas parce que tu es plus intelligent, même si tu l'es, mais parce que tu connais les gens. Tu savais que ce que j'ai fait n'était pas motivé par la haine, mais par la peur. Je craignais ce qui arriverait au nom de ma famille, à notre histoire. Je pensais pouvoir le protéger. Au lieu de cela, je l'ai brisé. Je pense souvent à Edwin, pas au moment de sa mort, mais à la façon dont il m'a regardé quand il m'a demandé si je le croyais. Et je le croyais. C'est le pire. Je savais qu'il disait la vérité. Si jamais vous vous trouvez dans le Sussex, j'espère que vous prendrez le thé avec une vieille femme qui a un jour commis une terrible erreur. Bien à vous avec une admiration. Réticente,
Venetia Litchfield Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le glissa dans son panier à couture. Il ne fallait surtout pas le laisser traîner. Le mot de la fin, peut-être, vint sous la forme d'un petit paquet, livré par la poste et adressé à Miss Marple dans une écriture forte et massive. Il contenait un brin de lavande pressé, noué d'un ruban et une carte. « Merci d'avoir vu ce que je n'ai pas pu voir. B, pas de nom. Juste l'initiale. » Miss Marple sourit. Certaines blessures ne guériront jamais complètement, mais d'autres, avec le temps, se refermeront. Par un matin ensoleillé, Miss Marple visita le jardin du presbytère de St. Mary Mead. L'air embaumait les chrysanthèmes et la terre fraîche. Elle fut rejointe par sa chère amie, Madame Bantry, qui lui rapporta le scandale d'un cousin dans le Hampshire, impliquant un faux testament et un épagneul trop zélé. Miss Marple écoutait avec amusement, puis orientait la conversation vers un autre type d'intrigue. « Tu sais, Dolly, dit-elle d'un ton léger, j'ai réfléchi à l'héritage, pas à l'argent, pas à la terre, mais aux choses qu'on transmet sans le vouloir, la fierté, les secrets, une tendance à détourner le regard. » Madame Bantry parut perplexe. « Mon Dieu, Jane, tu ne philosophes pas avec l'âge, n'est-ce pas? » « Je l'espère vraiment, dit Miss Marple. C'est le seul avantage que j'ai trouvé au vieillissement. Observer les gens grandir, ou pas. » Qu'ils restèrent assis un moment en silence, le genre de silence que seuls les vrais amis peuvent apprécier. Puis Miss Marple ajouta, « Mais il y a une chose dont je n'ai jamais hérité, Dolly. » Madame Bantry haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Miss Marple sourit gentiment. « L'envie de m'occuper de mes affaires. » Et quelque part, loin des parterres de roses de Dilmouth et des tasses à thé de St. Mary Mead, la vérité restait exactement là où Miss Marple l'avait laissée, bien rangée, comprise, mais jamais entièrement prononcée à voix haute, car même les solutions les plus claires, lorsqu'elles sont tirées des profondeurs obscures de la nature humaine, sont mieux laissées là où elles ont été trouvées, tranquillement plantées, comme des graines sous le sol.